conquérantes et aux fonceurs. Ceux et celles pour qui l'entrepreneuriat est la seule option. Vous voulez défier l'insécurité avec de l'audace? Agir plutôt que seulement y rêver? L'École des entrepreneurs du Québec appelle les meneuses, les travaillants, les combattantes. Transformez vos idées en mode de vie. Donnez de l'élan à votre réussite. Vous avez vos doutes? L'École des entrepreneurs du Québec croit en vous. Venez voir de quoi vous êtes capable et entreprenez-vous. C'est un appel aux conquérantes et aux fonceurs. Ceux et celles pour qui l'entrepreneuriat est la seule option. Vous voulez défier l'insécurité avec de l'audace? Agir plutôt que seulement y rêver? L'École des entrepreneurs du Québec appelle les meneuses, les travaillants, les combattantes. Transformez vos idées en mode de vie. Donnez de l'élan à votre réussite. Vous avez vos doutes? L'École des entrepreneurs du Québec croit en vous. Venez voir de quoi vous êtes capable et entreprenez-vous. C'est un appel aux conquérantes et aux fonceurs. Ceux et celles pour qui l'entrepreneuriat est la seule option. Vous voulez défier l'insécurité avec de l'audace? Agir plutôt que seulement y rêver? L'École des entrepreneurs du Québec appelle les meneuses, les travaillants, les combattantes. Transformez vos idées en mode de vie. Donnez de l'élan à votre réussite. Vous avez vos doutes? L'École des entrepreneurs du Québec croit en vous. Venez voir de quoi vous êtes capable et entreprenez-vous. C'est un appel aux conquérantes et aux fonceurs. Ceux et celles pour qui l'entrepreneuriat est la seule option. Vous voulez défier l'insécurité avec de l'audace? Agir plutôt que seulement y rêver? L'École des entrepreneurs du Québec appelle les meneuses, les travaillants, les combattantes. Transformez vos idées en mode de vie. Donnez de l'élan à votre réussite. Vous avez vos doutes? L'École des entrepreneurs du Québec croit en vous. Venez voir de quoi vous êtes capable et entreprenez-vous. C'est un appel aux conquérantes et aux fonceurs. Ceux et celles pour qui l'entrepreneuriat est la seule option. Vous voulez défier l'insécurité avec de l'audace? Agir plutôt que seulement y rêver? L'École des entrepreneurs du Québec appelle les meneuses, les travaillants, les combattantes. Transformez vos idées en mode de vie. Donnez de l'élan à votre réussite. Vous avez vos doutes? L'École des entrepreneurs du Québec croit en vous. Venez voir de quoi vous êtes capable et entreprenez-vous. C'est un appel aux conquérantes et aux fonceurs. Bonjour à tous, bienvenue à l'École des entrepreneurs du Québec et bonjour à tous ceux et celles qui sont en ligne via Facebook Live. Je tiens à saluer nos collègues et entrepreneurs de nos campus Outaouais, Mauricie et Bas-Saint-Laurent, entre autres. Alors, merci à tous d'être là. Je tiens aussi à saluer des partenaires de l'école, représentants de la banque TD qui sont situés à l'arrière. Bonjour, je ne vous vois pas à cause de la poutre. Ils sont présents avec nous aujourd'hui pour répondre à des questions. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes en démarrage, en croissance, vous avez des questions auprès d'un banquier, ils sont là pour répondre à vos questions durant la période qui suivra la conférence. Alors donc, merci d'être avec nous ce midi. Cette conférence aujourd'hui va nous permettre de revivre le parcours d'un athlète professionnel dont les étapes de vie ou les moments forts peuvent être associés de façon surprenante à l'entrepreneuriat ou des étapes clés que traversera tout nouveau ou nouvel entrepreneur. Notre conférencier avait des rêves en quittant la France pour venir poursuivre sa carrière au Québec. Immigrer, c'est faire preuve d'audace, de persévérance et de courage. Des attitudes déterminantes pour qui souhaite devenir entrepreneur. Immigrer, c'est s'entreprendre. Avec plus de 33 ans d'expérience auprès des entrepreneurs, dont une clientèle issue de communautés culturelles, puis je dis 37% de cette clientèle-là est représentée par les communautés culturelles ici à l'École. Donc, l'École des entrepreneurs du Québec est témoin de cette force entrepreneuriale québécoise que forment les nouveaux arrivants. Si leurs intentions d'entreprendre est aussi de la moyenne québécoise, le passage d'un passé de rêve d'affaires à sa concrétisation, ça reste toujours plus ardu pour eux. À l'École des entrepreneurs du Québec, notre travail, voire notre devoir, est d'informer, d'orienter, d'accompagner les entrepreneurs des communautés culturelles dans le vaste réseau de soutien en entrepreneuriat qu'offre le Québec. À l'École des entrepreneurs du Québec, on croit en vous. On mise sur vous et vos compétences. Donc, ce qui me permet maintenant d'enchaîner sur quelques petites notes au passage pour ceux qui nous suivent sur les médias sociaux. Voici les mots-clics à l'écran.
et un atelier qui est offert par l'École des entrepreneurs du Québec qui parle de se lancer en affaires au Québec pour les communautés culturelles. Donc, si vous êtes en démarrage, vous êtes déjà en activité, mais vous avez des embûches, des défis rencontrés dans votre démarche, par exemple, ici à l'école, on est là pour vous aider. Alors, n'hésitez pas à participer à nos ateliers gratuits sur le démarrage d'entreprise. Qui sait, ce sera peut-être le premier pas d'une très belle aventure. Alors, pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez poser des questions. On va tenter à la fin de la présentation de suivre tous les commentaires et questions qui sont posés. Avec Myriam, avec moi, ici, on va tenter d'identifier quelques-unes de vos questions pour pouvoir tenter d'y répondre à la toute fin. Alors, je vous présente maintenant nos invités d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, Benoît Chalifou, l'autre frisé à ma droite. On a tous la même coupe de cheveux, vous avez remarqué. Benoît agira comme animateur de cette conférence. Benoît est adjoint et vice-doyen à l'International, chargé de cours et responsable du programme de baccalauréat en administration à l'ESG-UQAM, expert des soft skills et du management interculturel dans le secteur des affaires. Il donne des conférences au Canada, en Afrique et en Europe. Ensuite, Hassoun Camara est analyste sportif sur les ondes de TVA Sport. L'ex-joueur vedette de l'Impact de Montréal qui se consacre aujourd'hui à des projets d'entrepreneuriat tels que le Victoire Magazine, le centre de football Le Parc et la chaîne de restaurants Osé. Ils ont tous deux coécrit ce livre « Saisir sa chance » que vous pourrez vous procurer tout de suite après la conférence. Juste à notre droite, messieurs Chalifou et Camara seront disponibles pour répondre à vos questions individuelles. Vous offrir, donc les livres sont en vente, évidemment, directement via Benoît et Hassoun, et avec dédicaces, bien entendu. Alors, donc, vous pourrez vous procurer cet exemplaire de ce livre-là. Lors de la conférence, nous vous invitons à donner vos impressions et partager vos photos sur les médias sociaux en identifiant l'école. Alors, sans plus tarder, accueillons chaleureusement Benoît et Hassoun. Messieurs, c'est parole à vous. Ça va bien? La forme? Excellent. On est riche en diversité de toutes les communautés, de tous les domaines. Merci beaucoup d'être là en si grand nombre. Ça nous fait toujours beaucoup de plaisir de partager l'aventure qu'on a fait ensemble. Une aventure remplie de défis, remplie de problèmes, mais surtout remplie de bonheur, j'ai envie de dire. Peut-être avant de commencer d'expliquer comment on a réussi à écrire ce livre ensemble, j'aimerais peut-être que tu fasses un petit mot de bienvenue également, Hassoun. Est-ce qu'on a 2 micros? Est-ce qu'il peut... Oui, bien sûr. 1, 2, 1, 2. Je vous en prie. L'autre frisé va vous le donner. Voilà, c'est bon. Bonjour, merci Benoît, merci. Bonjour à tous. Comme le dit Benoît, c'est vraiment un réel plaisir d'être face à vous aujourd'hui. Je pense que c'est l'aboutissement de tout un travail qu'on a fait depuis plus d'1 an maintenant avec Benoît. Donc ça a été une rencontre riche en termes de valeurs, j'ai envie de dire, que j'ai pu partager avec lui par l'intermédiaire d'un ami à moi, à nous maintenant, qui s'appelle Reda Gouram, un ancien joueur de l'Impact. Et puis, de par une discussion, on est arrivé à avancer sur un projet commun qui était juste fou sur l'idée au début. Et puis on s'est pris au jeu et aujourd'hui, on se retrouve face à vous. Donc, je vais laisser Benoît développer un petit peu cet aspect-là. Ouais. Mais c'est un réel honneur et un réel plaisir pour moi d'être face à vous aujourd'hui. En fait, il a mentionné quelque chose et c'est en général comment ça débute un projet d'entrepreneuriat, ça débute par une idée. Mais une idée sans action, ça reste une idée, une belle idée. Mais tout le monde en a des belles idées, puis c'est surtout ceux qui veulent protéger leur belle idée qui ne réussissent pas parce qu'ils ne l'exposent pas au grand public pour avoir leur avis de peur de se faire copier ou etc. Mais quand on a une vraie bonne idée, il faut y aller, il faut collaborer, il faut poser des questions. Puis c'est un peu ce qu'on a fait. En fait, comment ça s'est passé, c'est qu'une personne interposée nous dit « Vous devriez vous rencontrer, vous avez les mêmes valeurs, on prend un café. » Je fais la Sony. Oui. Ben, je sais pas, là. Ben, j'ai même pas besoin d'un micro dans le fond, là. Est-ce que j'ai besoin d'un micro pour... Oui, c'est ça, j'avais... Peut-être on va changer. Allô? 1, 2? Ah, c'est mieux, là. C'est moins d'hélium, non? Et donc,
En fait, je fais ma Sonia de Benezra de moi-même, donc je pose des questions. Quand Assoun pense que j'arrête, je pose une question encore plus détaillée. Et puis là, tu devais te dire, c'est qui ce moineau-là, tu sais, au début. Puis j'étais super curieux, puis son histoire, sérieusement, faut la connaître. C'est une histoire digne d'un scénario de film Hollywood. Et à la fin, je lui dis tout bonnement, je le connais à peine, je dis, Assoun, on devrait... En fait, j'ai même pas dit on, j'ai dit, tu devrais écrire un livre, tu es à la fin de ta carrière, tu devrais écrire un livre, mais pas sur ta biographie comme tout le monde fait. Il faudrait que parce que tu as tellement un parcours entrepreneurial et unique en son genre, comme n'importe quel entrepreneur que je côtoie au quotidien, tu devrais y aller comme ça. Et Assoun... dit ouais, ok, c'est intéressant. Non. Mais 2 jours plus tard, il me rappelle, il dit, tu sais, ton idée, puis les athlètes de haut niveau, c'est là où j'ai découvert qu'ils ont des têtes de cochon. Et quand ils ont une idée, non, de manière caricaturale, mais en fait, ça m'a fasciné à quel point il était déterminé. Il m'a appelé, ce livre-là, je voudrais l'écrire, mais je vais l'écrire avec toi. Je dis, ben voyons donc, j'ai jamais écrit de livre, j'ai pas le temps, t'as pas le temps. Qu'est-ce que tu me racontes là? Trouve-toi un ghostwriter, un écrivain fantôme qui va le faire pour toi. Il dit non, je veux vraiment le faire avec toi, donc je me rappellerai toujours, tu te rappelles, sur Sainte-Catherine, on se regarde dans les yeux, puis je te dis, Assoun, si on fait ça, on va vraiment le faire. Là. Il dit oui, on va le faire. Puis c'était en mars 2018. Puis il m'a donné ce projet-là, il dit, écoute, je te laisse organiser ça avec une édition. Puis là, rapidement, puis là, évidemment, ça va tourner beaucoup autour de Assoun dans quelques minutes, mais c'est important de vous montrer à quel point créer de la valeur dans son entourage, entretenir son réseau, ça fait toute la différence. Parce que ce qui est arrivé, il m'a donné ça dans mon... Il dit, organise-toi avec ça. C'était sympathique de sa part. OK, comment je... Jamais écrit de livre, j'ai pas de contact là-dedans. Donc, je pense à des bonnes amies, des bonnes personnes que j'ai dans mon réseau qui pourraient m'aider. Puis je pense systématiquement à une personne que j'estime beaucoup, Daniel Henkel. Donc, je l'appelle sur le fly et je dis, Daniel, j'ai vu que tu as écrit 2 livres, ils sont super bons. Pourrais-tu me recommander une édition, une boîte d'édition? Puis si vous connaissez moindrement Daniel, elle, c'est dans l'instantané. Elle dit, je t'organise ça. Mais elle raccroche, puis 20 minutes plus tard, j'ai un appel de Québécois. Pas prête du tout, j'ai les enfants dans le char, ça pleure, puis elle dit, monsieur Chalifou, aussi, je suis l'éditeur principal, je vous écoute pour votre projet, vous avez 20 minutes. Puis j'avais même pas parlé à Assoun, là, on avait des idées à peu près comme ça, mais c'était le bon timing. Et donc, j'ai lancé mon pitch, notre pitch, qui est devenu notre pitch, la manière que je voyais l'idée, avec sa merveilleuse histoire. Puis le monsieur a dit, parfait, vous devez me livrer ça en mars 2019. Il raccroche. J'appelle Assoun, je dis, on est dans la merde. Je dis, on doit livrer vraiment un livre dans 1 année, on n'a rien fait. Puis tu sais, en général, quand tu cherches une édition, là, juste chercher une édition, c'est un travail. Nous, on n'a pas eu à le faire. Beaucoup de gratitude pour ça, mais encore une fois, avoir les bons contacts, avoir les bons éléments complémentaires, avoir une idée très créative qui sort des sentiers battus, comparer le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que ça a commencé. Sans plus tarder, je veux entendre Assoun Camara sur ses plus grands entrepreneurs à ses yeux, puis c'est comme ça que le livre commence. Qui est le plus grand entrepreneur à tes yeux? Le micro. Tout ce qu'a dit Benoît, c'est exactement comme ça s'est passé. Donc, je voulais rebondir là-dessus. Et c'est vraiment de par l'échange qu'on arrive à créer de la valeur chez les gens. Donc, c'est important de pouvoir garder ça. Et j'ai eu la chance, finalement, de profiter d'un entourage fort. Et le premier concerné, c'est Benoît qui m'apporte énormément dans ma vie de tous les jours aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, l'histoire de mon livre commence par le parcours entrepreneurial qu'ont eu à faire mes parents, finalement. Parce qu'on me pose souvent la question à savoir qui est le plus grand entrepreneur à tes yeux. Donc, j'ai des exemples plein la tête. Je pense à Didier Drogba qui a fait la préface, par exemple. Je pense à Georges Saint-Pierre dans le sport ou d'autres entrepreneurs dans le milieu des affaires. Mais pour moi, c'est vraiment mes parents qui sont pour moi les plus grands entrepreneurs. Pourquoi? Parce que mon père a décidé du jour au lendemain de quitter son village natal, qui était Guidjilone. C'est un petit village à 9 heures de route de Dakar, la capitale. Du Sénégal, pardon, et qui a décidé justement du jour au lendemain d'aller offrir une vie meilleure à sa famille, tout simplement, en ayant plein de péripéties dans sa vie. Donc, il a eu la chance d'avoir une tante généreuse envers lui qui a vendu tout simplement tous ses bijoux pour qu'il puisse prendre un billet d'avion et aller en France. Se retrouver en France sans savoir ce qui allait l'attendre là-bas. Donc, la difficulté ne serait-ce que de trouver des papiers, de trouver le système social adéquat pour ma mère
et ma grande sœur qui était toute seule à l'époque, on n'était pas encore nés. Mais c'est un petit peu ça, et qui a fait le sacrifice de sa vie, c'est-à-dire accepter un travail difficile et pénible, que j'ai eu la chance. Je dis la chance parce que c'est vraiment le moment le plus schizophrénique que j'ai eu à vivre dans ma vie finalement, de voir mes parents travailler et moi finalement de profiter de ça. C'est-à-dire, je vous raconte une anecdote. À l'âge de 15-16 ans, on a fait un stage en entreprise en France. Donc c'est au collège. Et ma mère a eu la bonne idée finalement, parce que je ne trouvais pas de stage tout simplement, de me trouver ce stage dans son entreprise. Et ma femme, je pense à ma femme, bonjour. Mais ma mère était femme de ménage dans une entreprise pas loin de chez nous, à Noisy-le-Sec, dans le 93. Et donc, on allait au travail ensemble. Mais moi, le stage que j'avais à faire, c'était dans le domaine tertiaire. Donc, je faisais les papiers, je m'habillais en costume cravate. J'allais rencontrer justement ce beau monde, entre guillemets. Mais tout en sachant que ma mère était au sous-sol ou au premier étage en train de faire le ménage dans la même entreprise. Donc, moi, j'étais là... Il y a eu ce choc générationnel et de sacrifice, justement, en sachant que ma mère travaillait finalement pour que moi, je profite de ça. Et c'est des ancrages qui font que c'est marqué à vie, finalement, parce elle a fait tous ces sacrifices où moi, j'avais tout simplement le devoir, entre guillemets, de me sentir bien, mais je savais qu'elle faisait entre guillemets, le sale boulot pour que moi, je puisse en profiter et faire en sorte de donner mon maximum et tout mon potentiel, juste pour réussir, finalement, et trouver un travail décent par la suite. Et je raconte ça parce qu'en parallèle, c'est aussi elle qui m'a offert ma première paire de chaussures de football et qui m'a donné ce goût au soccer. J'avais un voisin, Karim, qui habitait pas loin de chez nous et qui avait une paire de chaussures d'Adidas, Copa Mondiale, qui était juste 3 fois trop grande. Je pouvais même pas les mettre. Là, je pouvais mettre deux chaussures d'affilée dedans, qui étaient juste vissées. C'est des chaussures vissées qui étaient même pas adéquates finalement à la pratique du soccer pour moi, là où je voulais jouer. Mais je voulais tout simplement ressentir un petit peu ce que vivaient les joueurs de foot, mes idoles, qui étaient Zidane, Zinedine Zidane, Maradona, finalement, qui jouaient avec cette même paire de chaussures. Et je savais très bien les difficultés que connaissaient mes parents sur le plan financier, mais elle a quand même fait sacrifice à négocier cette paire de chaussures pour moi et que je puisse utiliser cette paire. Et c'est à partir de là que j'allais m'entraîner tous les jours en bas de chez moi, dans mon quartier, un quartier assez défavorisé à Noisy-le-Sec. Et j'ai eu le goût, l'amour du soccer finalement, à juste jouer. Et puis je fais un bond de 20 ans plus tard finalement, où en signant professionnel à l'Olympique de Marseille, donc du jour au lendemain, on en reparlera par la suite, mais j'ai été sponsorisé par cette même marque. C'est-à-dire que cette même marque, Adidas, me payait pour que je porte leurs chaussures. Et j'ai toujours eu, en fait, et ça m'a poursuivi, donc à Bastia aussi où je suis passé, j'ai été sponsorisé par Adidas aussi, à l'Impact de Montréal par Adidas aussi, toute ma carrière. Et j'avais, à travers toutes ces histoires que je vous raconte, donc de travailler un petit peu dans l'entreprise où ma mère m'a permis d'y être, les chaussures qu'elles m'ont offert et les sacrifices qu'ils ont fait pour moi, j'avais comme cette forme de gratitude finalement à chaque fois, avant chaque match, dans le vestiaire, avant de rentrer sur la pelouse, jouer devant des milliers de personnes. J'avais cette forme de gratitude envers ma mère et me dire, regarde, si j'ai cette paire, aujourd'hui, c'est cet équipementier qui me paye, mais je sais d'où ça vient. Je sais exactement d'où ça vient et je sais à quoi c'est dû. Donc, c'est une forme de gratitude que j'ai pour mes parents, qui sont pour moi, à mes yeux, les plus grands entrepreneurs. Vous avez bien deviné que j'ai pas réfléchi longtemps avant d'embarquer dans ce projet qui était plus grand que nature. C'est surtout la raison pourquoi je l'avais fait, évidemment, la complémentarité qu'on avait. Et puis, en fait, les entrepreneurs, souvent, ils oublient de se poser la question. On dirait que l'hélium est près de moi. Ils oublient souvent de se poser la question, quelles sont mes valeurs? Ils se lancent dans une start-up, puis ils n'ont aucune idée de leurs valeurs, de la culture de l'organisation. Puis c'est souvent aujourd'hui la culture de l'organisation qui fait toute la différence. Je côtoie des entrepreneurs au quotidien, puis c'est vraiment la culture de l'organisation qui fait toute la différence, je vous le dis, et les valeurs associées à celle-ci. Et évidemment, ces valeurs l'ont guidé tout au long de son cheminement, extrêmement périlleux, on va en revenir. Est-ce qu'il y en a des fans de soccer ici, de football? Ah yes! Vous allez adorer son histoire, elle est rocambolesque. Honnêtement,
C'est fascinant. Sérieusement, j'ai énormément eu de plaisir à l'écrire, de voyager dans ton histoire. On va faire on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais rapidement passer à lorsqu'il a 23 ans. Il a 23 ans à Hassoun Camara. À 23 ans en France, le taux de réussite d'être un athlète professionnel, si tu n'as pas encore fait le saut, si tu ne fais pas partie d'un club de formation quelconque, ils sont nuls. On va se le dire, ils sont nuls, mais ils ne sont pas nécessairement nuls parce qu'il a prouvé que c'était possible. Donc, à 0,01 % de chance. Hassoun Camara, tout est une question de timing dans l'entrepreneuriat. Tous et chacun ici le savent. Le timing, ta femme est enceinte, des jumeaux, tu dis, je peux pas me lancer, mais ma femme, c'est peut-être le meilleur timing. Il n'y a pas de bon timing dans l'entrepreneuriat. C'est la même chose pour lui. Il se retrouve à jouer un match contre l'Auxerre en Coupe de France. Il fait partie de l'Olympique de Noisy-le-Sec, un club de CFA. Donc, on n'est même pas dans un statut professionnel. Et, tirage au sort, ton équipe se fait tirer pour jouer contre l'Auxerre, club de première division de renom. Évidemment, timing incroyable, mais tu n'es même pas certain d'être sur l'alignement partant. C'est ça qui est extraordinaire. Tu dois... Et comment vendre un talent avant même de le présenter? C'est difficile, ça, puis on en parle là-dedans. Et tu as su le faire. Pendant 3 semaines avant, où vous étiez en préparation, tu devais convaincre ton coach de te mettre dans l'alignement, puis tu le sentais que c'était ton moment, même si tu avais 23 ans, même si les chances étaient tous contre toi, tu savais que c'était ton moment. Et qu'est-ce qui arrive? Fait le match de sa vie, est élu joueur du match. Moi, ça me donne des frissons, je ne sais pas vous. Et j'aimerais t'entendre plus sur comment ça s'est passé, ce travail de 3 semaines, et également la suite, le lendemain, quand tu reçois certains appels, puis je te laisserai développer. Merci Benoît. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu disais que j'étais même pas sûr d'être sur l'alignement partant, mais je dirais même que j'étais sûr de ne pas y être à l'instant où je sais qu'on joue contre Auxerre. C'est-à-dire qu'il y avait des joueurs à ma place qui avaient un pédigré bien plus fort, qui sortaient de centre de formation et l'entraîneur avait des certitudes. Sauf que moi aussi, j'en avais des certitudes et ça faisait peut-être 15 ans, 16 ans que j'attendais ce moment. C'est-à-dire que nous, on est souvent devant la télé pour les amateurs de soccer à se dire « Mais moi, si j'étais sur le terrain, là, je suis sûr que j'arriverais à faire quelque chose, là, à leur montrer que j'ai le potentiel pour y être. J'ai pas de chance, etc. Les autres ont de la chance. » Et puis, on a eu justement ce coup du sort, entre guillemets, où par un tournoi national, on a l'occasion de jouer en tant qu'amateur face à des professionnels. Et je savais que c'était une chance unique pour moi de pouvoir me montrer aux gens qui m'aiment que je pouvais avoir le potentiel pour jouer à un certain niveau, aux médias, ce que je pouvais faire sur un terrain, tout ce que j'ai rêvé de faire depuis tout petit, jouer dans un stade immense tout simplement, et aussi aux professionnels du soccer, c'est-à-dire les agents, les entraîneurs, etc., que je pouvais faire quelque chose. Et quand on parle de visualisation, c'est-à-dire que je me suis projeté en me disant, en janvier 2006, ça va être mon moment. Voilà. Peu importe ce que les gens disent, peu importe que le coach y croit ou pas. Tu le voyais vraiment. Exactement. C'est à moi de forcer le destin et faire en sorte que j'y serai à ce moment-là, ce jour-là, ça va se passer d'une certaine façon et je sais comment ça va se passer. Quand on a ce genre de discours, on peut paraître un petit peu... peut-être pas utopique, mais trop sûr de soi, etc. Mais à la fin, vaut mieux être la seule personne à croire en soi et avoir 1000 personnes autour de nous qui doutent de nous, plutôt que l'inverse. D'avoir 1000 personnes autour de vous qui croient en vous, qui vous disent « vous êtes le meilleur, vous êtes le meilleur, vous êtes le meilleur ». Mais paradoxalement, il n'y a qu'une seule personne qui n'y croit pas, c'est vous. Donc là, vous avez 100% de chance tout simplement de ne pas réussir et de ne pas y arriver. Et moi, justement, quand tu parlais de processus, c'est-à-dire que je faisais des promenades le soir autour du stade, tout seul. Avant ce match-là, avec mes écouteurs, je suis inspiré, moi, par des artistes qui m'ont marqué depuis tout petit. Et j'écoutais justement autour du stade ces artistes-là avec des messages de motivation forts, de gratitude, Keep the Faith, le nom d'une chanson, Tu vas le faire, d'un rappeur français. Et j'allais me balader tout seul, tout simplement autour du stade. Je regardais le stade à travers, c'était un petit stade à Noisy-le-Sec là, qui accueillait 500 personnes, là, mais pour le match, on avait plus de 6-7 000 personnes. Et je regardais comme ça ce qui allait se passer, je me projetais tout simplement. Donc, tu avais cette vision. Cette vision
vision que tout entrepreneur a besoin. Exactement, parce que sans ça, si on diminue nos chances de moitié ou même de 20% en termes de potentiel, c'est les autres qui en profiteront tout simplement. Donc autant se projeter au maximum de notre potentiel et de notre volonté de faire. Et puis, voilà, ça aurait dû être le stress de ma vie finalement, mais j'ai ressenti un moment de, je sais pas. Le jour du match, j'étais comme sûr de moi, sûr de mes forces. Je me suis entraîné, j'ai fait en sorte de donner le maximum de mon potentiel pendant ces 3 semaines-là. Et au lieu de ressentir de la pression négative, j'ai ressenti comme une motivation, positive. Et le fait tout simplement de me dire, bah écoute, tu as 90 minutes, tu en as rêvé pendant toute ta vie. Tu as 90 minutes aujourd'hui là, où tu as toute la France qui va regarder ce match. Et tu as la chance enfin de pouvoir montrer tout ton potentiel à la France entière. Donc, je me suis senti super bien, léger pendant tout le match. J'avais juste l'impression de jouer le match de ma vie. Et j'ai joué le match de ma vie finalement. Et puis, je suis sorti du stade. Et je me suis dit, j'ai eu ce sentiment-là, sans aucune garantie, sans absolument aucune garantie, aucun contact ou autre. Mais je me suis dit, au coup de sifflet final, là, ta vie, elle a basculé. Là. Je le savais. Point de bascule. Ouais, ta vie, elle a basculé. Tu sais ce qui va se passer. Tu vas prendre ta douche, tu vas rentrer au vestiaire, tu vas sortir et tu vas plus avoir la même vie. Donc, je suis sorti, j'ai vu mes amis, on a discuté et je rebondis un petit peu par la suite. J'avais un cours en fait d'anglais le lendemain où j'avais tout simplement la poursuite de mes cours parce que j'étais juste amateur là. Et je reçois un appel en plein cours. Donc je regarde mon téléphone en élève discipliné. J'ouvre le téléphone, je dis allô et je dis non, je suis en cours, rappelle-moi. Je savais même pas qui me parlait. J'ai mis mon téléphone sur messagerie. Et puis, j'ai été me balader dans le centre commercial avec mes amis par la suite. Et j'écoute le message. Et puis, c'est un message du directeur technique de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire le plus grand club en France, l'équivalent du Canadien ici, disons. Et je dis à mes amis, les gars, il y a José Anigo qui m'a appelé. Il y a le directeur de l'OM qui m'a appelé, là, je comprends pas. Ah, arrête de mentir, là, laisse-nous tranquille, menteur. Je dis, je vous jure, c'est vrai. Puis je le rappelle. Il me dit, Assoun, on a vu le match, on a eu la chance de voir le match à travers des agents, etc. On aimerait t'accueillir pendant une semaine à l'Olympique de Marseille pour que tu viennes faire tes preuves et que tu nous montres un petit peu ce que tu sais faire. Et puis, la semaine s'est super bien déroulée. J'avais d'autres équipes qui étaient intéressées aussi. Mais par la suite, voilà, c'est comme ça que ça s'est concrétisé et que j'ai signé mon premier contrat professionnel. Et c'est assez inspirant, par contre, passer, et d'ailleurs, il y a un chapitre qui c'est d'un Olympique à l'autre. Les attentes ne sont pas pareilles. Et là, ils se retrouvent du jour au lendemain avec des joueurs comme Franck Ribéry, avec des Samir Nasri, avec des... comment il s'appelle le défenseur central sénégalais? Oui, Monsieur Baye. Oui, tous ces joueurs-là qui... Des joueurs qui, encore aujourd'hui, ont gagné la Coupe du Monde, des choses comme ça. Et tu te retrouves comme le nouveau et tu dois faire ta place dans le plus grand club français, le Canadien de Montréal au hockey, si vous voulez, avec tous les attentes qui viennent avec. Et tu n'as aucune formation, tu n'as aucune expérience dans ce domaine-là, tu n'as pas eu un intermédiaire, un club intermédiaire. Tu dois déjà rayonner et ça vient avec une pression monstrueuse. Et tu es à Marseille, dans le sud, où les fans sont un peu plus nerveux. Et on va le dire comme ça. Et finalement, ça n'a pas été super facile pour toi. J'aimerais t'entendre là-dessus. Puis aussi, le fait que tu as pivoté, que tu as trouvé ta niche, comme tout entrepreneur trouvera sa niche à elle. Des fois, elle doit desservir un marché de petite gamme ou très élevé, mais doit trouver sa niche. Mais la même chose que tu as fait en pivotant avec Bastia, un club de deuxième division, certes, mais où tu avais ta place comme titulaire et où tu as fait ta marque à un point tel que tu es devenu le buteur par excellence une certaine année en tant que défenseur. J'aimerais que tu t'exprimes sur ces deux passages. Un passage qui était plutôt avide avec Marseille, qui était difficile, et celui avec Bastia. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un monde du jour au lendemain qu'on a rêvé d'avoir et puis on se retrouve... tout simplement au quotidien dans ce monde-là et qui est juste incroyable. Et j'en garde des souvenirs impérissables, c'est sûr. Mais de la difficulté aussi. Pourquoi? Parce que j'étais dans le groupe, considéré dans le groupe avec l'équipe. On allait en Coupe d'Europe, jouer à l'étranger. J'avais les beaux maillots, j'étais dans les posters, ça se passait bien. Mais ce que je voulais, c'était avoir du temps de jeu, le maximum de temps de jeu. Et moi, être sur le banc
de touche et regarder mes partenaires jouer, peu importe où je suis, ça me va pas là. C'est gratifiant pour mes amis. Ils viennent, ils prennent des photos avec les grands joueurs. Avec toi. Un petit peu quand même, mais ils préféraient Ribéry, c'est sûr. Ah, je veux le maillot de Ribéry, c'est bon. Mais c'est ça un petit peu, c'est que c'est cool dans un sens, mais faut savoir ce qu'on veut à la fin. Et moi, je pouvais pas me mentir à moi-même. C'est-à-dire que j'aurais pu rester 3 ans. J'ai signé un contrat de 3 ans. J'aurais pu être dans le confort, au soleil, dans le sud, etc. Être dans cette équipe et avoir une certaine médiatisation, entre guillemets. Mais il faut avoir la force, justement, de pouvoir pivoter, j'ai envie de dire, et de se dire que même si vos amis ou vos proches vont vous recommander de rester parce qu'ils sentent que c'est la meilleure chose pour vous, si vous ne vous sentez pas que c'est pas là où vous êtes le plus épanoui et que c'est pas là où vous pouvez exprimer vos qualités, c'est du temps perdu finalement, j'ai envie de dire. Il faut arriver à avoir cette force-là parce que c'est compliqué quand on a la pression des gens autour de nous de pouvoir prendre les bonnes décisions à un certain moment. Mais je pense que c'est des choses à faire et à s'écouter soi-même, c'est quelque chose de très important. Donc j'ai décidé, après un match qu'on a joué face à Bastia, justement, les dirigeants m'ont repéré et étaient très intéressés pour me recruter tout simplement. Et au lieu de rester à Marseille dans un certain confort, j'ai été me challenger et aller me confronter au haut niveau justement en jouant et en prouvant un petit peu mes qualités. En Corse. En Corse. Un environnement encore plus, Oui, c'est ça. Bah, là encore, comme je le disais, quand j'ai dit à mes parents et à mes amis que j'allais jouer en Corse, ils m'ont dit tu vas jouer en Corse sachant que c'est un milieu c'est une île, donc des fois ça peut être perçu comme un environnement hostile, où on est un peu tendu, etc., au niveau des supporters. Mais je n'ai pas écouté ces choses-là. Au contraire, je me suis concentré sur ce qui m'importait le plus, le terrain. Et Bastia, justement, m'offrait cette opportunité-là de me montrer au niveau, de jouer régulièrement le samedi. Et je n'ai pas hésité une seconde, justement, à être transféré et aller à Bastia. Et donc là, ça se passe super bien. Et comme tout entrepreneur, coup de tête, ils sont un peu fous, les entrepreneurs. Hein? Ils ont des idées folles, ils sont dans une zone de confort, mais ils détestent cette zone de confort. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Première année, je pense que tu termines meilleur buteur en égalité. Et donc, deuxième année, ça commence, tu te blesses. Donc, tu as un passage à vide, évidemment. Puis, à un moment donné, tu retournes sur le jeu, puis tu t'y plais moins, en fait, à Bastia. Et là, connexion, tellement important dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans tout domaine, d'ailleurs. Tu côtoies un de tes anciens coachs qui te dit « Moi, j'ai une proposition pour toi, mais elle n'est pas garantie. Mais je t'invite à venir me suivre à Dubaï. Je vais être le coach d'une grande équipe et j'ai envie d'avoir tes services. » Et donc, sur un coup de tête, tu démissionnes de Bastia sans garantie de contrat. Donc, tu t'en vas à Dubaï et ça se trouve que le coach se fait virer une semaine plus tard et que tu te retrouves sans contrat et que rapidement, tu retournes au Bercail, pas à Marseille, pas à Bastia, mais dans le lit de 2 étages avec ton frère Malik à Noisy-le-Sec. Très rapidement. Donc, vraiment un retour à la case départ, un peu comme au Monopoly, là, quand vous pognez la case que personne ne veut prendre. C'est ça que tu viens d'attendre. Et donc, là, on peut se dire, et là, tu es à peu près à 26 ans, si je ne me trompe pas. Je connais ça. Hein? Et donc, j'aimerais t'entendre sur tous ces éléments, ces points de bascule, un point de bascule super intéressant avec Marseille, pivotage à Bastia, ça se passe bien. L'excitation d'aller à Dubaï, l'argent est assez intéressant, soi-disant. Mais finalement, ça ne se concrétise pas, puis tu te retournes à Noisy-le-Sec. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de Laurent Banit, qui était ancien entraîneur à Monaco, il a été établi en fait à Dubaï. Et puis on a discuté et il me proposait justement, pas seulement d'aller à Dubaï pour aller à Dubaï, mais plus un plan de carrière en disant que ça passerait par Dubaï et que par la suite, je suivrais dans le prochain club dans lequel il irait. Donc ça passait par ça. Et de par la discussion et l'échange qu'on a eu, j'ai pris la décision propre d'aller voir mes dirigeants à Bastia et de dire, voilà, j'aimerais résilier mon contrat pour être libre et pouvoir m'en aller vers d'autres cieux, entre guillemets. Chose que j'ai faite. Et puis, en arrivant là-bas, je me suis entraîné 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis, ça bougeait toujours pas. J'ai pas eu cette concrétisation et cette promesse, finalement. Et de par la discussion que j'ai eue avec Laurent, justement, le coach, il me disait qu'il avait les mains liées finalement et que sa carrière à Dubaï s'arrêtait très très bientôt et qu'il avait plus ce pouvoir de décision. Donc voilà, il y a des dommages collatéraux
Et j'en faisais partie. Et puis, je me suis retrouvé sans club du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu parlais de case départ. C'est sûr que c'est une case au Monopoly, le nom d'un film aussi, Tom and Gijol. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis retourné un petit peu à Bastia. Et puis, quand vous avez un certain train de vie, c'est-à-dire que moi, j'habitais dans un bel appartement, j'avais la vue sur la mer, etc., en étant pro. Mais du jour au lendemain, j'avais plus de contrat et j'avais plus de quoi payer justement et de résister à ce train de vie finalement. Donc j'ai pas eu d'autre choix que de rendre mon appartement. Tu rends ton appartement, où est-ce que tu vas? Tu vas chez tes parents qui sont les seuls finalement pour t'héberger et faire en sorte de t'accueillir quand les choses vont mal, qui sont toujours là. Et je suis retourné à Noisy-le-Sec, là où tout a commencé. J'ai partagé le lit de mon petit frère parce qu'on n'avait pas de place pour moi. J'étais censé partir. Et puis c'est ça, c'est d'arriver justement à repartir, à faire en sorte de ressentir toute cette difficulté. Et c'était un moment, comment dirais-je, extrêmement difficile, peut-être l'un des moments les plus difficiles dans ma vie. C'est-à-dire que quand vous touchez les étoiles, entre guillemets, et que vous devez retourner au quartier, et que y a des personnes qui vous apprécient bien, mais qui viennent chercher de l'information et dire « mais pourquoi il est retourné ?» Ah, pourquoi il est retourné à Noisy-le-Sec, celui-là? Je savais que ça n'allait pas marcher, mais il n'avait pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour être professionnel, celui-là. Qui se font un plaisir aussi d'aller voir. Parce que moi, personnellement, c'est pas le plus dur. J'ai une certaine carapace et j'arrive à me concentrer sur les choses. Mais imaginez tous les amis, finalement, de vos parents, ceux qui étaient contents, d'autres qui étaient un petit peu moins contents, qui se font un malin plaisir à aller les voir, à leur dire « bah alors ton fils, bah alors ton fils, bah alors ton fils, il est où, il est où ?» Et ceux qui venaient pas, finalement, quand j'étais à Marseille, finalement, il s'avère qu'ils viennent beaucoup, finalement, à la maison en ce moment pour voir l'état des lieux. Donc c'est difficile. Et quand vous êtes là, vous êtes dans cette position, vous ressentez une certaine culpabilité, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous ont offert finalement vos parents, les sacrifices qu'ils ont faits. Et j'en parlais en début de conférence, mais c'est des choses sur lesquelles avoir un sentiment d'échec, ça peut être difficile si on reste sur cet acquis-là. C'est-à-dire que j'ai pas mal de monde qui m'ont conseillé et qui m'ont dit d'aller travailler comme tout le monde, finalement, de laisser le football, de me dire que ma carrière a été courte. Exactement. Elle a été courte, certes, mais il est temps, finalement, d'aller dans le monde actif et finalement de travailler. Et on a deux choix. Soit on accepte justement l'échec et on écoute justement ces personnes-là en se disant elles ont peut-être raison, ou soit on fait preuve de résilience, de persévérance et de se dire que en travaillant fort et en se donnant les moyens d'y arriver encore une fois, on peut arriver à quelque chose. Et je vous donne une anecdote simple là, mais je me suis entraîné avec les joueurs au chômage en France. C'est-à-dire il y a un groupe, l'UNFP, le syndicat des footballeurs, qui a un programme justement pour les joueurs sans contrat. Sauf que quand vous vous inscrivez là-dessus, vous êtes dans un fichier national qui paraît en fait dans les journaux, ça devient public. Et puis là, vous avez justement toutes ces personnes autour de vous qui savent que vous êtes au chômage. Et puis, je suis bombardé de messages. « Hassoun, t'es au chômage, mais t'es footballeur. T'es footballeur et au chômage, comment c'est possible, tu vois? Comment c'est possible, footballeur? » Et je peux vous dire que si on n'a pas une certaine carapace, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Ça peut l'être. On peut couler, et on parlait un petit peu de force mentale aussi qu'il faut avoir. Ça peut être extrêmement difficile. Mais là encore fait abstraction justement des commentaires et je me suis focusé sur ce que je contrôlais. Ce que je contrôlais, c'était quoi? C'était mes entraînements, ma forme et faire en sorte d'imaginer pourquoi pas un rebond un jour. Et l'anecdote aussi, c'est que quand on est au chômage, on doit pointer au chômage. Donc j'allais à mes rendez-vous, aux ACDIC, au Pôle emploi, comme tout le monde. J'allais voir la secrétaire. « Bonjour madame, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais être footballeur. » « Ah, je n'ai pas ce métier pour vous, je suis désolé, mais j'étais obligé finalement d'y aller et là encore de faire face à tout ça. Mais je me suis entraîné, fort, j'ai fait en sorte de garder la forme, de m'entraîner sans avoir aucune garantie sur la suite. M'entraîner tous les matins, tous les midis, tous les soirs et faire en sorte d'avoir cette hygiène de vie qui me permettrait sûrement de rebondir. Évidemment, je vous épargne les détails, mais il y a toutes sortes de détails cocasses également qu'on vous laissera découvrir dans le livre. Mais je veux rapidement aller vers le moment, encore une fois, une rencontre. Tu vois, les rencontres, c'est décisif dans une vie. Je m'en rends de plus en plus compte. Et surtout, ce que tu fais avec ces rencontres-là. Est-ce que tu vas passer à l'action ou tu fais juste laisser cette rencontre on pending? Et Hassoun,
rencontres quelqu'un sur le bas de ton palier à Noisy-le-Sec, qui est à Montréal, que j'ai joué avec d'ailleurs, qui te dit, écoute, t'as pas pensé à Montréal? Footballeur Montréal, non, vraiment pas. Et ça, c'est au moment où c'est la dernière année, c'est l'entrée de l'Impact, c'est sa dernière année en USL avant d'embarquer en MLS. Et il y a un camp d'entraînement bidon qu'on appelle, où on invite des gens à venir faire des essais, mais on retient jamais personne dans ces camps-là, c'est vrai, c'est un classique. Et là, il y a une centaine de joueurs, et toi, finalement, sur un coup de tête, tu décides, ben pourquoi pas, je vais m'acheter un billet. Donc, c'est même toi qui te le procures, ce billet-là, c'est pas l'Impact qui t'invite du tout. Tu pointes ici, en plein mois de janvier, moins 30 à ton arrivée. Tu n'as même pas de manteau. Moins 38. Moins 38. Excusez-moi. Moins 38. Il y en a peut-être qui se retrouvent là-dedans. Mais... Donc, moins 38, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ici, je joue au ballon? Ça marche. Je veux dire... Et donc, tu trouves un endroit où rester quelques jours. Et là, tu t'entames les entraînements, les séries d'entraînement. Et rapidement, on te détecte. Marc Dos Santos, qui est aujourd'hui coach de Vancouver, dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Un talent pur comme toi. » Et à la fin de ce camp d'entraînement, on prend deux personnes exceptionnelles, parce que l'autre est encore le gardien partant de l'Impact, Evan Bush, et toi. Et là, vous faites partie de l'équipe type. La dernière année, lorsque l'Impact est en USL, tu es nommé joueur de l'année, pas défenseur de l'année, joueur de l'année à cette même année. Tu fais la transition en MLS avec Evan Bush. Ce sont les deux seuls joueurs qui font la transition, si je ne m'abuse. Et l'histoire Cendrillon continue. Je veux t'entendre là-dessus jusqu'à un jour où, il y a un autre clash parce que finalement, on ne peut pas plaire à tous nos patrons, coachs. Et des fois, il y a des épisodes plus difficiles que l'autre. Donc, je veux t'entendre sur cette longue épisode. Oui, c'est ça, moins 38, merci. Ah ouais. Et j'étais venu avec ma petite veste à l'aéroport à Trudeau. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment je vais faire? C'est juste incroyable. Mais en même temps, je suis arrivé dans un essai, finalement, où je pensais que j'allais être tout seul à faire l'essai et que j'incorporerais, je rentrerais dans le circuit de l'équipe déjà établie et que je montrerais au coach que je peux me confronter finalement au niveau de l'équipe. Et puis non, c'était juste 80 personnes venues du monde entier, des Sud-Américains, des Français, des Anglais, des joueurs de partout vraiment. Et puis, ils ont mis un ballon au milieu. Ils ont dit, allez, allez-y, jouez, montrez-nous vos qualités. Et puis, je vous promets que c'était un petit peu ça. Et moi, je n'avais pas l'habitude du tout de ce contexte-là. Non, de ce contexte-là. Mais là encore, je savais que j'aurais pas 10 000 chances finalement. Je rebondis un petit peu avant, où j'avais fait des essais avant de venir à l'Impact à Chypre, par exemple, où ça s'est bien passé dans l'ensemble sur le jeu. Et puis l'entraîneur m'a offert le contrat. Ils m'ont offert un contrat, ils m'ont dit ok, on te fait signer un contrat de 2 ans, etc. J'appelle mon père, je suis à l'hôtel, je dis c'est bon, j'ai trouvé un club qui permet de rebondir, etc. Et puis par la suite, j'avancerai. Et puis je fais la semaine encore avec eux, et puis le vendredi, le même entraîneur qui m'a dit oui arrive et me dit non, finalement j'ai choisi un autre joueur. Tout en ayant dit à mon père que oui, c'était bon, c'était acté, etc. Et puis, je rentre à l'hôtel en ayant cette nouvelle. Je vous épargne un petit peu les détails de discussions et de pression qu'il y avait sur mes parents et de ressenti et de tout ce qu'on a vécu. Mais là, je pense que c'était le poids du téléphone le plus lourd que j'ai eu à avoir dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai pris le téléphone à Chypre, dans cette chambre d'hôtel. J'étais tout seul. J'ai appelé mon père me dit alors comment ça va, etc. Avant même de décrocher un seul mot, je fonds en larmes tout simplement. Et je crois que c'est peut-être la première ou deuxième fois de ma vie là que je pleure face à mes parents. Et puis je m'écroule tout simplement au pied du lit. Et je peux même plus parler en fait, je peux plus parler. Et puis là, ce qu'il me dit, c'est que dis-moi dans quelle ville, dans quel pays t'es, je prends l'avion ce soir, je viens te chercher et j'arrive tout de suite. Et puis c'était l'un des moments les plus difficiles à vivre de ma vie parce que je ressentais justement toute sa peine et c'était extrêmement difficile de le vivre. Donc je suis rentré à Noisy-le-Sec et c'est au retour justement de Chypre que j'ai rencontré notre ami Mourad. Et en discutant justement, et je vous le dis vraiment, là j'étais avec mon sac de retour et j'étais même pas encore rentré chez moi à la maison là que je l'ai croisé en fait en bas de l'immeuble. Et puis on discute, je lui raconte mon expérience à Chypre, je lui ai dit ah non Chypre là laisse tomber, c'est là.
Et c'est pas possible, etc. Ils sont pas sérieux. Et puis dans la discussion, on est amené à parler de Montréal et de la MLS justement. Et c'était un championnat qui me parlait beaucoup justement parce qu'il y avait des joueurs comme Thierry Henry déjà en équipe de France qui jouaient dans le championnat, David Beckham qui jouait ici. Mais je trouvais ça. Quand on m'a dit que au Canada, il y a une équipe qui avait envie de rentrer dans ce circuit-là, dans ce championnat, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien ça, justement. Puis j'ai à peine eu le temps de déballer mes affaires, discuter un petit peu avec mes parents comme il fallait. J'ai attendu une semaine et puis j'ai pris mon sac pour aller justement à l'Impact et c'est là que l'essai s'est fait. Ça s'est vraiment bien passé et à partir de là, ils m'ont offert justement ce contrat. Ce contrat qui m'a permis d'intégrer l'équipe qui faisait la transition avant de rentrer en MLS. Et puis là, c'était 1 an d'essai dans ma tête parce que mon but ultime, c'était de rentrer justement en MLS et de tout faire pendant toute une année pour me sacrifier et faire en sorte d'y arriver. Et je dis ça parce qu'il y avait d'autres joueurs qui avaient justement cette mentalité et je voulais la partager avec vous, mais qui n'avaient peut-être pas fait tous les sacrifices, entre guillemets, pour y arriver. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être plus de potentiel que moi. Je pense à un garçon en particulier. Et je vous raconte l'anecdote où on a joué un match amical face au New York Red Bull, justement, de Thierry Henry, au Stade Saputo. Et j'ai discuté un petit peu avec Thierry, justement, en tant que Français. Et on avait décidé d'aller manger ensemble dans un restaurant au Buonanotte, en bas sur Saint-Laurent. Et on a été manger, puis arrive l'heure fatidique, 22 heures dans ma tête. Moi, je dois rentrer dormir, comme les enfants. Voilà, j'ai entraînement le lendemain, je dois rentrer. Mais sauf que mon ami, par exemple, lui, voulait rester parce qu'il a vu un petit peu le fame, le fait d'être avec Henry, que c'était une belle soirée, qu'il y avait du monde qui venait nous voir, etc. Puis il s'est laissé un petit peu piéger par ça, sachant qu'il était blessé au genou. Le lendemain, on arrive à l'entraînement et puis le coach vient nous voir et lui, il nous dit comment ça va. L'entraîneur lui dit, le joueur lui dit au coach qu'il peut pas jouer parce qu'il a mal au genou, etc. Et qu'il préfère être au repos ce matin. L'entraîneur lui dit, mais ah oui, t'es sûr? Est-ce que tu as mis de la glace? Tu es reposé là-dessus, sur ton genou? Il dit, oui, je me suis reposé, j'ai mis de la glace comme il fallait. Ah bon? Mais tu as mis la glace avec le verre que tu avais hier au Buonanotte. Mais c'est ça, il a sous-estimé un petit peu les relations que pouvaient avoir les entraîneurs avec certaines discothèques à Montréal. Mais de par ces petites erreurs-là, en parlant de discipline, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'à cause de ça et l'accumulation de petites choses, ce joueur n'est pas resté, sachant qu'il avait peut-être un plus gros potentiel que moi. Et quand on parle de concurrence et de savoir ce qu'on voulait, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire que moi, je suis resté vivre à Hochelaga, là où à moins 38 toujours. Là. Bon, il y avait le chauffage chez moi, c'était un peu mieux. Mais à moins 38, j'avais pas de voiture. Je suis resté avec mon vélo. J'allais à l'entraînement en vélo, avec mon vélo vert, que Paul m'a prêté, un ami à moi. Et puis j'allais à l'entraînement comme ça. Je le garais à côté des 4x4 des grands joueurs qui avaient à côté de nous. Mais pourquoi? Parce que je voulais me rappeler pourquoi j'avais fait ce voyage-là. Je me rappelais toute la galère. Tu permettre d'avoir une voiture, mais tu voulais... Non, oui, exactement. Je voulais galérer, en fait. Pas galérer, mais me focusser vraiment sur pourquoi je suis venu à Montréal. Je suis venu à Montréal pour m'entraîner, pour faire en sorte de réussir et d'avoir une carrière digne de ce nom, entre guillemets. Donc, j'ai fait tous ces sacrifices-là et il y a eu quelques railleries, c'est sûr, de la part de partenaires ou d'autres personnalités qui venaient me voir, mais je l'assumais amplement parce que je me rappelais ce qu'ont vécu mes parents, je me rappelais des moqueries qu'ont vécu mes parents, je me rappelais des sacrifices qu'ils ont vécu, des sacrifices que j'ai faits aussi, qui étaient importants. Et là, c'est grâce à ces échecs, entre guillemets, qui sont restés ponctuels. Parce que pour moi, l'échec, c'est juste renoncer. Mais à partir du moment où on rebondit et on fait en sorte de se relever, ça devient juste des étapes de vie sur lesquelles on s'appuie et on devient plus fort. Et c'est ce qui m'a permis justement d'avoir cette longévité à l'Impact de Montréal, de devenir par la même occasion l'un des joueurs, si ce n'est le joueur finalement avec le plus de minutes dans l'histoire de l'Impact. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Il y a Nacho qui joue samedi, qui va me dépasser sûrement là, mais c'est un petit peu ça. Je veux rebondir, je vois le temps passer, on va finir avec deux choses. Moi, je me rappelle très bien, à un moment donné, on est en janvier 2019, on doit livrer ça pour mi-janvier, c'est les fêtes. J'appelle Assun, je dis Assun, on ne sera jamais capable. Puis tu sais, je me convainc moi-même qu'on ne sera pas capable puis qu'on va appeler l'éditrice pour repousser. Puis je le convainc tellement, je suis un bon vendeur, qui dit OK, parfait. Il me rappelle 3 minutes plus tard, il dit Benoît, on va livrer. On va livrer. Je dis on n'a pas le temps. Là. Il dit on va le faire. On va le faire. On va trouver un moyen, mais on va le faire. Puis je m'en rappellerai toujours parce que moi, je ne suis pas le genre à me convaincre de ne pas faire quelque chose, à moins que je trouve que c'est vraiment pas réalisable. Puis là, je ne trouvais pas que c'était réalisable.
Puis c'est toi qui m'as poussé à... Et puis ça m'a vraiment... J'ai été beaucoup inspiré par ce moment-là parce que je pense que c'est ce caractère-là qui a fait que non seulement tu n'as pas les meilleures qualités que d'autres avaient dans ton quartier, mais c'est toi qui as eu la plus longue carrière, c'est toi qui as le plus de minutes jouées avec l'Impact. Tu es encore dans le réseau de l'Impact, tu es encore impliqué pour ta communauté. Et c'est cette persévérance, c'est toujours ce pivotage de persévérer, d'avoir ces points d'ancrage, d'échec qui sont plutôt un vecteur de succès. Et je veux t'entendre pour finir rapidement, parce qu'on aurait pu en parler pendant des heures. C'est super intéressant, n'est-ce pas? OK, cool. Je voudrais t'entendre sur un jour, puis finalement, il est sur notre livre, Didier Drogba. Pourquoi je veux en parler? C'est que vous venez de la même région parisienne. Vous avez passé par le même club olympique de Marseille. Et c'est ici, à Montréal, que vous avez développé ce lien d'amitié très fort aujourd'hui. Puis je veux t'entendre rapidement sur qui il est pour toi, puis à quel point il t'a aidé à te développer quand ça allait peut-être moins bien avec l'Impact. Merci. Pour rebondir d'abord sur ce que tu disais, sur la persévérance et le fait de boucler ce livre, Benoît m'a beaucoup aidé aussi, c'est sûr. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a réalisé ce projet. C'est juste incroyable tout le travail qu'il a fait. Et c'est vrai qu'il y avait des moments où c'était plus difficile que d'autres, parce que c'est énormément de travail finalement. On n'est pas des écrivains. On n'est pas. C'est ça, c'est un challenge. Quand il parlait de Ghost Rider, on me l'a proposé. Et puis, c'était cool dans un sens, finalement. C'est le confort. Il y a un gars qui va venir, qui va écrire ton histoire. Et toi, tu as juste à te présenter, dire j'ai ça. Mais il était en fait hors de question que je prenne ce livre, que je rentre à Noisy-le-Sec, que je le donne à mes parents. Et que finalement, ça soit un autre qui ait écrit mon histoire et que je leur présente comme ça. Ce serait comme me mentir à moi-même, finalement. Et donc, j'ai dit, c'est impossible. Je vais l'écrire. Je vais écrire des moments. Je vais écrire avec la perception et le ressenti que j'ai eu. Et ça va être mon legs pour mes parents, pour mon fils qui vient de naître, qui a 7 mois, Ismaël, que je salue d'ailleurs. Mais c'est ça, c'était très important pour moi d'arriver à ça. Et c'était facile justement de me remotiver finalement et de me dire que je vais aller au bout, peu importe les difficultés qu'il y a. Je vais aller au bout et on va arriver à faire quelque chose de fort, je pense. Et je suis content qu'on l'ait réalisé, mais il a été incroyable sur ce projet-là, c'est sûr et certain. Et puis, il y a une autre personne qui nous a aidés, qui a contribué au livre, c'est monsieur Didier Drogba. Je dis monsieur parce que c'est tout un monsieur, c'est quelqu'un qui fait preuve d'humilité. Et quand on parle de créer de la valeur chez les gens, lui le fait. C'est-à-dire que c'est une star planétaire, mais il a le souci de redonner aux gens et de faire en sorte d'aider les gens dans leurs projets. Et il m'a aidé dans tout ce que j'ai fait. Et puis, ce que disait Benoît, c'est ça, c'est ce que Didier écrit un petit peu dans la préface, c'est-à-dire que on est tous les deux originaires d'Afrique, on a tous les deux grandi en région parisienne, on est tous les deux passés par l'Olympique de Marseille, mais c'est au Québec, à moins 38 degrés finalement, qu'on arrive à se rencontrer et à connecter finalement. Et à quoi c'est dû ça finalement? C'est juste à notre passion pour le soccer. Finalement, c'est le ballon rond qui nous a réunis et qui a fait en sorte que, à travers les échecs, notre parcours, la persévérance et l'aventure qu'on a vécue, de se retrouver à Montréal et à vivre une aventure forte. Et il a été juste incroyable dans tout ce qu'il fait. Je vous raconte une anecdote rapidement, c'est qu'on a un jeune qui s'appelle Balou Tabla qui a c'est ça, qui s'entraînait avec nous, qui était avec nous à l'entraînement. C'était un jeune et puis il était sous l'aile de Didier un petit peu. Et puis il reçoit des offres au fur et à mesure de l'année, mais il sait pas trop comment gérer. Donc il vient me voir, il me dit Hassoun, je sais pas trop, je suis un peu perdu. Il y a des offres un peu dans tous les sens en Europe, mais je sais pas trop quoi faire. Je dis mais tu vas voir Hassoun alors que t'as Drogba dans ton vestiaire. Va voir le King là. Tu vas voir, tu peux avoir de meilleurs conseils, etc. Il me dit quoi, Didier? Moi j'ai trop peur de Didier. Didier m'impressionne, mais moi il me dit il est ivoirien en fait, c'est un jeune ivoirien. Il me dit tu sais ce que ça représente Didier pour nous là? Moi je vais aller le fatiguer avec mes histoires, etc. Il me dit non. Il me dit tu sais quoi en termes de pression? Je préfère jouer au Barça, signer au Barça, plutôt que d'avoir à affronter le regard de Didier et avoir l'impression de le fatiguer. Et l'ironie du sort, c'est que 1 mois et demi après, Balou Tabla signe au Barça. Ouais.
il signe un contrat au Barça et c'est le premier joueur canadien à signer dans un club aussi prestigieux et à se retrouver là-bas. Mais comment il se retrouve au Barça? Grâce au conseil de Drogba. Voilà, grâce au conseil de Drogba et à la valeur qu'a créé Drogba en nouant des contacts aussi et en montrant la qualité du joueur. Donc, c'est des anecdotes comme ça qui sont juste fabuleuses à mes yeux parce que quand on parle de soft skills, donc les conférences que donne Benoît sur ce thème-là et de créer de la valeur, tout simplement en ayant eu une discussion avec Didier, Balou s'est retrouvé au Barça, chose qu'il avait juste effacée de sa tête en se disant que c'est impossible que j'aille fatiguer Didier avec ces histoires-là. Et moi, j'ai appris le terme soft skills par l'intermédiaire des conférences de Benoît. Et c'est toute l'importance, justement, de connecter avec les gens, de créer de la valeur, de donner sans rien à attendre en retour, justement. Et c'est ce qui fait qu'une réussite ou un échec. Parce que tout simplement, si Balou n'avait peut-être pas parlé à Didier, il serait peut-être encore ici au Québec et que à moins 38 et que son avenir aurait été tout simplement différent. J'espère que vous avez super apprécié. Je vois l'heure arriver. On veut quand même laisser le temps pour que vous puissiez parler à Assoun, et si vous voulez avec moi, mais c'est moins séduisant, moins exotique. Mais on va être là avec vous pour ceux qui veulent parler, qui ont des questions de toute nature. Merci beaucoup. Vous avez été super connectés. On a super apprécié notre moment. Je ne sais pas toi, Assoun, mais moi, j'ai vraiment apprécié. Vous êtes vraiment une belle gang. Puis je laisse le mot de la fin à Assoun. Merci. Je voulais dire merci à Benoît, merci pour tout, merci pour tout ce que tu as amené chez moi. On parle de valeurs, mais c'est des valeurs fortes et je pense qu'à travers ce livre, on est liés à jamais, hein, finalement. Ouais. J'ai du mal à le dire à ma femme, tu sais, quand il m'appelait souvent à 22h, 23h chaque jour de la semaine. Ma femme commençait à se poser des questions, à savoir si j'avais pas remplacé le nom de quelqu'un par Benoît. Par Benoît, pour être sûr. Mais c'est ça, c'est une aventure forte, une aventure humaine tout simplement. Et quand je parle d'humain, c'est ça, c'est-à-dire que à la fin, c'est tout ce qui restera. Donc, je suis vraiment, vraiment très heureux de partager cette aventure avec lui. Et puis, vous dire merci à vous pour tout ce que vous créez chez moi, tout simplement. Si j'avais imaginé, il y a quelques années, pouvoir me retrouver à cette place-là, finalement, en racontant mon histoire et que des gens soient juste intéressés par le fait de l'écouter, je pense que je n'y aurais jamais cru. Tout comme ma prof d'anglais en terminale n'aurait jamais cru que j'aurais pu écrire un livre un jour. Mais c'est ça, c'est la vie. C'est saisir sa chance, justement, et faire en sorte de mener la vie qu'on mérite de mener. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous. Merci beaucoup. Merci à l'École des entrepreneurs également de nous avoir reçus. À chaque fois qu'on est invité, on est super bien reçus. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour votre générosité. Est-ce qu'on a le temps pour prendre quelques questions de la part de l'auditoire? Et juste avant les questions, j'aimerais simplement mentionner que restez là parce qu'après la période de questions et la série de dédicaces, on va faire tirer un petit prix de présence pour ceux qui sont ici à l'école. Il y aura des tirages aussi de l'exemplaire du livre d'Assoun et de Benoît aussi a posteriori pour ceux qui sont en ligne et ceux qui sont aussi ici présents. Donc, vous recevrez des communications à cet effet très, très bientôt. Alors, donc, quelques questions, messieurs, vous êtes prêts? Toujours prêt. Parfait. Alors, levez la main, je vais me promener avec le micro. J'ai vu madame déjà qui s'est manifestée. Bonjour, c'est Marie Gragui. Je suis la directrice fondatrice de 2Secom, mais en même temps, je suis journaliste indépendante. Je vais te tutoyer. Avec plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai senti que tu étais proche à mon cœur parce qu'on a vécu la même chose. Presque la même chose. C'est vrai que, j'ai eu un parcours assez différent, mais quand même, je suis une immigrante, je suis d'origine marocaine et je n'ai pas saisi ma chance, je l'ai créée. Alors, tu as dit quelque chose, tu as dit, mettez-moi sur un terrain et puis là, je vais faire mes preuves. J'ai dit la même chose, on m'a jamais mis sur un terrain, mais je me suis mise, j'ai créé un terrain pour moi-même. Ma question est, et là, je vais un petit peu m'inspirer de l'histoire de mon fils, parce que mon fils aussi avait postulé ici pour être un joueur de hockey. Il a été refusé. Excusez-moi de vous le dire. Il a été refusé parce que son nom est Ryan Elmkinsi. Je suis désolée de dire ça. Ça m'émeut tellement.
Et j'ai entendu le directeur du club à Saint-Eustache dire, j'aurais même du mal à prononcer son nom. Aujourd'hui, mon fils a 17 ans, il fait 1,80 m et c'est maintenant qu'ils veulent qu'il soit parmi eux. C'est trop tard, il a suivi un autre parcours. Est-ce que en France et ici, tu as déjà vécu cette blessure de te dire, non, tu es quelqu'un de différent, on va pas te donner ta chance. Mais quand même, tu as dit, non, je vais l'avoir parce que c'est un beau pays et parce que c'est un pays qui quand même ouvre des portes. Oui, merci pour ta question. On se tutoie. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Moi, je viens de Noisy-le-Sec. Je vais resituer un petit peu. C'est en banlieue parisienne, donc milieu assez difficile. L'une des régions les plus pauvres de France, où le taux de chômage est le plus haut. Donc voilà, j'ai tous les ingrédients finalement pour pouvoir, voilà, pour ne pas réussir et faire en sorte que je ne puisse pas avoir les mêmes chances que d'autres finalement. Sauf que j'ai beaucoup d'empathie, c'est sûr, à travers votre histoire et je l'entends dans un sens. Et puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'essayer justement de faire abstraction de toute cette négativité. Parce que j'aurais eu toutes les raisons du monde, moi aussi, dans mon parcours, et qui est similaire à tous les jeunes que je côtoie et qui ont grandi, qui sont devenus avocats, médecins, docteurs, etc. Ils n'ont aucune chance d'y arriver. S'ils écoutaient justement ces préceptes-là, ces discours-là, ils n'ont tout simplement aucune chance d'y arriver. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, vaut mieux être la seule personne à y croire. Vraiment, je me répète là, mais vaut mieux être la seule personne à y croire dans un environnement hostile plutôt que d'être une personne qui absorbe justement cette négativité et qui accepte le fait d'être, entre guillemets, inférieur à d'autres, etc., en termes de compétences, en termes d'origine, etc. Donc, moi, le seul discours que je peux avoir pour toi, pour ton fils, c'est au contraire de se servir de ça en force. Exactement, ça doit être une force, justement, une force pour se servir de ça et faire en sorte de rebondir. Moi, j'ai dû faire, pour prendre mon exemple personnel, peut-être une vingtaine d'essais de clubs professionnels, donc de 13 ans à 17 ans, 18 ans, pour essayer d'intégrer un centre professionnel. Vous savez, sur 100%, quel est le pourcentage de réussite que j'ai eu ? 0. Même pas 5%, même pas d'espoir. On m'a même pas dit on va te suivre, on va te regarder, etc. Non, on veut pas de toi. On veut pas de toi. Et j'avais toutes les raisons du monde, justement, de me poser des questions, de me dire mais comment ça se fait, etc. Mais non. Et au moment où on s'y attend le moins, entre guillemets, où la chance arrive, eh ben, j'ai su la saisir, justement. J'ai su créer cette chance. Et je pense que c'est ça, c'est par la persévérance et le fait d'y croire. Parce que c'est pareil pour tout le monde, finalement. C'est pareil pour tout le monde. Même les gens les plus aisés, même les gens pour lesquels on pense qu'ils ont plus de chances que d'autres, ils doivent prouver sur le marché. Moi, quand je crée mon entreprise, tout simplement, je pense à Oser, mon restaurant en France, je suis face à une concurrence. Mais la concurrence, le marché ne regarde pas ton origine, ne regarde pas qui est ton père, ne regarde pas dans quel environnement tu viens. C'est à toi de prouver au marché et de faire en sorte que le marché accepte justement ton produit. Donc, c'est ces exemples-là que je donne en public, bien sûr, face à un auditoire de personnalités, de politiques. Je vais défendre au maximum justement ces personnes en disant on n'a pas les mêmes chances, on n'a pas les mêmes égalités, etc. Par contre, en tête-à-tête avec toi, si on sortait pour discuter 5 minutes, je te dirais que tu n'as aucune excuse pour ne pas réussir. Absolument aucune excuse. Et ça va être ça, c'est le discours que j'ai envie d'avoir pour la jeunesse et pour l'auditoire aujourd'hui. Excellent. On va prendre 2 questions avant de terminer parce que le temps file. Une qui provient de Facebook, un de nos participants sur Facebook qui demande à Sun, est-ce que durant ton parcours, tu as éprouvé des regrets? Paradoxalement, non. Le mot regret est fort. Je pense qu'on doit faire en sorte de se donner les moyens. On doit se donner les moyens de n'avoir aucun regret dans ce qu'on fait et dans ce qu'on entreprend, justement. Pourquoi ? Parce que j'aime à dire qu'on doit vivre dans le moment présent. Je parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais j'allie souvent l'entrepreneuriat au développement personnel. Pour moi, c'est très important d'avoir l'équilibre sur les deux et de se dire
qu'il y a des valeurs humaines qui doivent passer à travers ce qu'on entreprend. J'ai ouvert un centre de soccer qui s'appelle Le Parc, par exemple. C'est un centre de soccer, j'aurais pu l'appeler Soccer X ou District Y ou je ne sais trop quoi. Non, je l'ai appelé Le Parc. Pourquoi ? Parce que c'est du soccer, certes, mais je vais retrouver l'esprit qu'il y a dans les parcs à Montréal. Montréal est connu pour ses parcs. Et c'est le seul endroit dans une ville où tu n'es ni jugé sur ta catégorie socio-professionnelle, tu n'es pas jugé selon ta couleur de peau, selon ton orientation sexuelle, religieuse ou autre. Et c'est le seul endroit qui est inclusif finalement sans te demander une carte d'accès à l'entrée. Et je voulais retrouver ça, cet esprit-là dans mon centre de soccer justement en ayant des gens qui viennent donner des conférences. Pourquoi pas avoir des jeunes qui viennent jouer au soccer, s'éduquer, avoir des ateliers parascolaires pour les jeunes après les cours, faire des cours de fitness et de développement personnel par la suite. C'est vraiment cet esprit-là que j'ai envie de donner. Et quand on parle de regret, à partir du moment où on arrive à allier les deux et à s'appuyer sur ces valeurs-là, tu ne peux pas avoir de regrets dans la vie, surtout dans l'entrepreneuriat, parce qu'une fois que c'est passé, c'est passé. Et ce qui est passé doit nous servir de leçon. Alors on a deux choix, soit on angoisse sur ce qui va se passer dans le futur, et là on ne vit plus le moment présent, ou soit on se prend la tête et on se mange le cerveau finalement par ce qui s'est passé dans le passé. Et ça sert tout simplement à rien. J'ai envie de dire, je donne un exemple concret finalement. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé là, mais en vous levant le matin, vous prenez votre voiture, vous êtes habillé de la meilleure des façons, vous vous sentez super bien, il fait beau, etc. Et tout va bien dans votre journée. Il se passe la journée, vous repassez au même feu rouge finalement avec la même tenue, la même voiture, les mêmes conditions, etc. Et puis là, vous broyez du noir sans aucune raison. Il n'y a absolument rien qui a changé. Absolument rien, si ce n'est vous avez décidé finalement de broyer du noir et décidé d'absorber la négativité. Il faut arriver justement à ressortir de là, faire en sorte d'enlever cette perception. Et c'est un travail au quotidien, c'est sûr, un travail de gratitude et de ressentir sur soi-même. Mais l'être humain est fait pour ça. Il absorbe beaucoup la négativité, un petit peu moins le positif. À nous exercer, à nous concentrer sur le positif et à faire en sorte de focusser sur ce qu'on contrôle. Merveilleux. Une dernière question. Désolé, j'ai vu madame d'abord. Je vais y aller. Oui, bonjour. Moi, c'est Carole. Bonjour. Merci d'abord pour la belle conférence. Plaisir. Moi, je voulais surtout dire que, en fait, l'entrepreneur, on peut le développer à tout âge aussi. Parce que Exact. moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour quelqu'un avant. Finalement, ça fait seulement 2 ans que je me suis lancée en affaires. Ma question, c'était par rapport à tes parents. Où sont-ils rendus aujourd'hui? Exact. Tes parents, C'est une bonne question. Ils sont d'abord dans mon cœur, toujours. Ils sont avec moi. Ils sont avec moi quand je vous parle à vous. C'est une façon pour moi de pouvoir discuter, de les rendre fiers finalement. Tout ce que j'entreprends, en fait, il y a toujours une pensée par rapport à eux. J'en parle un petit peu dans le livre, mais chaque décision, finalement, j'arrive à avoir un recul et j'arrive à me dire qu'est-ce qu'en penseraient mes parents. Que j'achète un appartement, que j'achète une voiture, que j'achète un vêtement, etc. Mon père me dit tout le temps, fais attention, n'achète pas trop cher, fais des économies, épargne, etc. Donc il y a toujours cette petite voix qui me rappelle justement à ces valeurs. Et je me souviens finalement du discours que j'ai eu lorsque j'ai pris ma retraite de joueur de soccer. J'ai conclu mon discours en disant, voilà, merci à mes parents. Merci à papa, merci à maman. Vous avez tout fait pour moi jusqu'à ce jour-là, jusqu'à cette heure-là où j'arrête ma carrière. Aujourd'hui, c'est à moi de m'occuper de vous. Donc j'inverse finalement le rôle et c'est moi qui m'occupe d'eux aujourd'hui, qui fait en sorte de faire en sorte qu'ils vivent la vie qu'ils ont mérité de vivre. Quand on parle de sacrifice, je fais partie de ce sacrifice-là parce qu'en voyageant, je fais partie finalement du processus qu'eux ont enclenché en partant du Sénégal finalement. Donc c'est la poursuite logique de ce que j'ai fait en m'offrant cet avenir-là. Et puis tout ce que j'entreprends aujourd'hui, c'est en fonction de leur bien-être et de leur vie. Donc je fais tout en fonction d'aujourd'hui. Merci. Et au Sénégal, entre les deux. Parce que je me suis pas comme parent, je suis content. Merci beaucoup. Merci. Benoît Chalifou, Hassoun Camara, un grand merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, pour ceux qui veulent participer au petit tirage, l'école offre plusieurs ateliers Vous voulez défier de très grande l'insécurité avec de qualité. l'audace?
gracieuseté de Agir l'école, plutôt que seulement y on va en rêver. faire tirer un. L'École des Si vous entrepreneurs avez du Québec appelle répondu les à un meneuses, les questionnaire travaillants, d'appréciation, les combattantes. il y a des Transformez gens avec vos un beau idées en mode de t-shirt vie. blanc avec un beau Donnez de E l'élan à à votre l'accueil. Ils réussite. vont vous remettre un petit Vous avez coupon, vos doutes? puis on procédera au L'École tirage. des entrepreneurs du Québec Voilà, croit en merci de vous. votre attention. Et puis, Venez la voir de prochaine quoi vous grande êtes conférence, capable. le 25 Et avril entreprenez. prochain. C'est un appel aux conquérantes et aux fonceurs. Ceux et celles pour qui l'entrepreneuriat est la seule option. Vous voulez défier l'insécurité avec de l'audace? Agir plutôt que seulement y rêver? L'École des entrepreneurs du Québec appelle les meneuses, les travaillants, les combattantes. Transformez vos idées en mode de vie. Donnez de l'élan à votre réussite. Vous avez vos doutes? L'École des entrepreneurs du Québec croit en vous. Venez voir de quoi vous êtes capable. Et entre